chez Guelmar, toujours. C'est le parking des directeurs ici. Et Antoine habite là, tout ça. Et vous? Et les islamistes, c'est bon, c'est clair, je ne suis pas en odeur de sainteté dans leur. En revanche, au niveau de la population, je commence à représenter quelque chose, notamment dans certaines régions. Par exemple, la Kabylie. La Kabylie, qui est toute une région qui est traditionnellement révoltée contre le régime, qui est dans une démarche de revendication culturelle, pas indépendantiste, mais autonomiste. Et donc, qui ont trouvé en moi, surtout que je suis moi-même proche de cette région, j'habite cette région. Et donc, je suis un peu devenu leur ambassadeur, et ils apprécient ce que je fais, ce que je dis. Voilà, mon petit combat pour la démocratie, pour la liberté, pour la laïcité, ils aiment ça. Et ça, voilà, des choses se cristallisent autour de mon nom. C'est que, par exemple, j'ai été approché par beaucoup d'organisations autonomistes et même indépendantistes de cette région pour... je les aide autant que je peux. Il y a la famille berbère. Elle est majoritaire dans tout le Maghreb, on va dire. L'Algérie surtout, le Maroc, les Canaries. Ça, c'est le foyer traditionnel des Berbères. Et chez les Berbères, il y a plusieurs troncs. Il y a évidemment les Kabyles, il y a les Rifins. Moi, je suis d'origine rifane. C'est les Berbères du nord du Maroc. Alors, il y a les Berbères du sud du Maroc, qui sont différents. Alors en Algérie, il y a les Kabyles qui sont en Kabylie, dans cette région. Il y a les Mozabites qui sont au sud, qui sont en révolte en ce moment, et durement réprimés par la police. Il y a les Chaouis, c'est tout l'est et le sud-est algérien. Il y a les Chleux, c'est l'ouest, sud-ouest de l'Algérie. Donc ils sont majoritaires. Les Arabes représentent... alors officiellement, ils seraient majoritaires. Mais la réalité historique, ils sont une petite poignée, quelques millions sur les 30 ou 40 millions que nous sommes. Mais ils ont le pouvoir. Et ils l'ont toujours eu. C'est depuis que ces régions du monde ont été islamisées et conquises par les armées arabes, c'est eux qui sont au pouvoir. Il y a eu des petites dynasties berbères comme ça, mais c'était pas... Voilà. Donc, alors, chez les Berbères, quels qu'ils soient, je représente maintenant une figure, mais moi je ne veux pas aller jusque-là. Moi je me veux être un intellectuel horizontal. Je ne veux pas exclure les Arabes, ils sont algériens. Voilà, ni les Juifs, ni les chrétiens. Donc je veux bien les représenter, les aider, ce que je fais autant que possible. Mais sans être l'homme d'un clan ou d'une fratrie ou d'une... Ça c'est trop dangereux pour moi, je ne veux pas. Mais c'est très difficile. Moi je suis perçu en Algérie comme étant contre l'islam et contre les Arabes. C'est pas vrai. Moi, les gens, ils sont ce qu'ils sont, ça m'est égal. Ils veulent être chrétiens, musulmans, athées, ce qu'ils veulent, c'est leur affaire. Ça ne me concerne pas. Quant à chercher l'identité de l'un ou de l'autre, moi ça ne m'intéresse pas. Il est kabyle, berbère, arabe, pour moi c'est un Algérien. Ce sur quoi on peut s'entendre, c'est une aspiration démocratique, une aspiration à la paix, voilà, des choses simples. Le reste, chacun il est ce qu'il est. Ça c'est voilà, c'est un des traits de la réputation qu'on m'a faite. Voilà. Je suis l'homme de la France, sous-entendu la France néocoloniale. Je suis l'homme des Juifs, parce que j'ai écrit le village allemand, le palais de la Shoah, ce qui ne se fait pas dans le monde. Je suis allé en Israël, et voilà, et beaucoup de mes copains sont des Juifs. Voilà, les choses se font comme ça.
Voilà, et donc, mais c'est juste une façon pour me dézinguer, hein, voilà, parce que dans la population, ça prend ça. Parce qu'on ne dit pas c'est l'ami d'Israël, c'est l'ami des sionistes. Le sionisme étant une démarche coloniale, brutale, on vient tuer les Palestiniens pour prendre leur territoire. Alors, Israéliens, ben, je suis l'ami des Israéliens, bien sûr. Je suis aussi l'ami des Tunisiens, des Américains, des Inuits. Et voilà. Et donc, c'est des termes qui sont très connotés dans ces espaces-là. Et voilà. Et donc, je suis perçu comme ça. J'ai écrit plusieurs essais sur ça, post-restant Alger, où je m'adresse à mes compatriotes pour leur dire, enfin, écoutez, sortez de ces choses-là. Voilà, on se considère comme Algériens faisant partie de l'humanité, que l'autre c'est nous-mêmes, puisque chacun est l'autre de quelqu'un, voilà. Et puis dans un autre, petit éloge la mémoire, où je raconte l'histoire de l'Algérie, du Maghreb d'une manière générale, pour leur dire, écoutez, votre haine du juif, elle est irrationnelle, parce que vous-même, vous étiez juif il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, qui étaient les habitants de ces régions-là? Il y avait des tribus berbères et des tribus juives, et elles vivaient en parfaite symbiose. Ils ont même eu, à un moment, face à la conquête arabe, ils ont désigné une reine commune, la Caïna, qui était la chef d'une tribu juive. Et c'est elle qui a fédéré toutes les tribus berbères et juives contre la conquête arabe et qui les a vaincus, hein, qui a assuré qui a assuré une décennie de tranquillité à ces populations. Et donc vous voyez qu'il n'y a pas de raison. Vous pouvez évidemment ne pas aimer le gouvernement israélien ou qui vous voulez, le critiquer sur telle ou telle chose, mais il ne faut pas aller à ces choses-là. De même que les Français, bien sûr, qu'il y a eu la colonisation et on peut toujours et continuer à faire le reproche à la France de nous avoir colonisés, mais il ne faut pas que ça s'étende aux Français. Les Français ne sont pas venus de coloniser, c'était le gouvernement, et derrière ce gouvernement, il y avait peut-être des intérêts, je ne sais pas, étrangers. Voilà, c'est pas... J'ai écrit « Gouverner au nom d'Allah ». C'était l'évolution de l'islam et de l'islamisme. C'est l'histoire et le présent. Et j'ai voulu aussi parler de l'avenir, de ce qui me paraît être un avenir possible. Comment l'islam et l'islamisme vont évoluer dans les pays musulmans, mais pas seulement, puisque maintenant l'islam et l'islamisme évoluent aussi dans des milieux qui ne sont pas les leurs. Ils évoluent en Occident, aux États-Unis, dans les pays baltiques, nordiques, etc., etc. Donc, ils évoluent de manière très différente. Dans le monde musulman, bon, c'est leur terreau naturel, donc ils récupèrent aussi les traditions, parce que dans toute religion, il y a au moins 50% de traditions. Et en revanche, l'islam et l'islamisme qui se développent en Occident, ils récupèrent d'autres traditions, qui sont judéo-chrétiennes, qui sont laïques, qui sont athées, qui sont matérialistes. Et donc on ne sait pas comment ça va... Et bon, voilà. Mais moi j'imagine que l'islamisme va conquérir le monde. Ça me paraît presque certain. Et donc je dis aux gens, pour ceux qui... voilà, moi je pense ça. Si vous le pensez, vous aussi, et si vous aimez ça, allons-y, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'aimez pas, il est temps de commencer à prendre des précautions. Peut-être même est-il trop tard. Bon, c'est tout ce que je dis dans ce livre. L'islam, par essence, est évangéliste. Il avance, c'est la prédication. Et l'esprit de la conquête, c'est la nature même. Et l'islamisme l'est de manière plus déterminée encore, puisque
si l'islam ne recourt plus à la conquête par les armes comme il l'a fait quand il est apparu il y a au 8e siècle, il le fait par la prédication, la conversion, de manière civile. Mais l'islamisme, lui, entend le faire de manière radicale. C'est-à-dire, c'est pas seulement vous convertir. C'est-à-dire que si vous ne vous convertissez pas, je vous tue. Voilà. Et c'est une vision planétaire. Alors que les musulmans sont toujours sur ce schéma de ce principe du prophète qui dit, en s'adressant à des gens qui refusaient l'islamisation, et il a tiré un trait au sol et dit ceci est votre religion et celle-là est la mienne. Voilà, donc tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. Mais les islamistes ne sont pas dans ce schéma. Et ils montrent, sur ces 30, 40 dernières années, ils ont montré une efficacité redoutable. Il y a 30 ans, le mot islamisme était inconnu. Aujourd'hui, on en parle là-bas, au pôle Nord, sur la banquise. C'est connu du monde entier. Et ils sont partout. Et ils ont développé des stratégies, des structures. Alors, il ne faut surtout pas penser à Daesh, Boko Haram, ça c'est rien du tout. Ça c'est des feux de paille qui sont appelés à disparaître dans une année, 2 années, 10 années. Ça c'est vraiment c'est comme on dirait entre la pègre des bas-fonds et la pègre en col blanc. La petite pègre, elle disparaît, une opération de police, elle disparaît. Alors que celle en col blanc, c'est elle qui dirige la police. Bon, voilà. Et donc, ils sont appelés à disparaître. Les islamistes sont beaucoup plus construits. C'est l'exemple, les Iraniens, les Turcs, qui construisent. Ils ont gagné les élections, mais ils construisent. Ils ont affiné leur idéologie, ils savent ce qu'ils font. Le fait de vouloir entrer dans l'Europe, ça a une signification. C'est pas seulement pour être dans l'Europe. C'est une signification. C'est pour avoir un pied à l'intérieur. L'Iran, son intention de développer sa connaissance scientifique et tout ça, ça répond aussi ça rentre dans cette stratégie. Donc il y a, et dans les états-majors, d'une manière générale, de groupes plus occultes et tout ça, c'est des choses très construites. C'est pas pour rien que le Qatar investit, veut financer le développement des banlieues, que les Saoudiens achètent tous les hôtels, et enfin bref, qu'il y a une finance islamique internationale qui, créée il y a 30 ans, qui maintenant embrasse des centaines de milliards d'euros par jour. Ils ont des banques partout. C'est pas pour rien que maintenant, il y a 36 000 chaînes de télévision qui enseignent la religion, style les évangélistes, mais aussi dans l'information comme Al Jazeera et tout ça, des journaux écrits, des instituts islamiques partout dans le monde, des superbes mosquées partout, etc. Et pourquoi ils visent aussi les têtes d'affiche comme les footballeurs, les grands machins, etc., les grands acteurs, parce que ça a un effet d'entraînement très important. Le basculement, c'est quand nous avons vu arriver l'islamisme chez nous, en Algérie, dans les années, on va dire, 70, voilà, à peu près. Dans les années 70, l'Algérie était un pays communiste, socialiste, athée, laïque. L'islam avait quasiment disparu. Il était là-bas, vraiment au fond, c'était seulement des résidus de tradition. On faisait le ramadan comme ça, on faisait le truc. Bon. Et puis on a vu arriver des choses, des gens qui prêchaient par-ci, par-là. Et à l'époque, ça nous faisait sourire tous. On disait, oh là là, nous, à leur âge, on était hippies. C'est normal, la jeunesse se révolte contre... Et surtout que l'expérience socialiste et communiste n'a résolu aucun problème, comme chez les soviétiques. Hein. Le chômage est toujours là, la misère, pas de logement. Ils ne voyaient pas le résultat. Et ceux qui leur parlaient à l'oreille dans les mosquées, ils commençaient à aller dans les mosquées ou les aborder dans les marchés, dans les trucs, ils leur disaient, nous, c'est pas seulement des logements et du travail, mais le paradis.
On vous garantit tout ça à la fois. Et c'est hyper rapide. Et c'est vrai que quand ils démontrent, alors les gens se réunissent autour d'eux, comme ça, dans un coin, ils discutent. C'est vrai que la démonstration est imparable, parce que quand on leur dit, écoutez, c'est pas compliqué, déjà en mettant les femmes à la maison, on va créer 3 millions d'emplois. Et ainsi de suite. Voilà, des trucs, on va chasser les étrangers, on va faire ceci, et puis nous on est des musulmans, on n'a pas besoin de toutes ces choses-là, et donc voilà, on va être heureux. Et ça marchait, ça a pris très vite. Mais moi je suis un universitaire. Moi j'ai fait toute la première partie de ma carrière la plus longue. Je suis ingénieur, je suis docteur en économie, j'enseignais à l'école polytechnique, j'enseignais dans un institut de gestion, j'enseignais l'économétrie. Donc c'est ça. Donc je regardais, mon côté ingénieur me poussait plutôt vers voilà, le matérialisme. Voilà, il faut développer l'industrie, le truc. Et mon côté économiste m'a amené aussi à des questionnements, et on se questionnait beaucoup à cette époque-là, il y a 30 ans, et dans le monde entier. Est-ce que les pays traditionnels, comme l'Algérie, comme je ne sais pas moi, les pays, le Portugal, l'Inde, la Chine, est-ce qu'ils peuvent rentrer dans la division internationale du travail, dans l'économie mondiale, qui, elle, d'origine occidentale, voilà, donc mettre les femmes au travail, réorganiser la société différemment, qui est une société rurale et agricole, comment l'amener à, etc., etc. Donc, et du coup, ça posait le problème, les structures économiques impliquaient une révolution des structures sociales. C'est-à-dire que la femme doit sortir, doit faire des études, et ainsi de suite, etc., etc., etc. Et les structures sociales ne peuvent changer que si les structures mentales changent. Donc on est dans un processus extraordinairement complexe. L'économie, ce n'est pas seulement le dollar et l'euro, c'est des structures. Par exemple, je ne sais pas, cette simple question du profit, de l'intérêt. Sans l'intérêt, l'économie occidentale ne fonctionne pas. Elle est au cœur de. Mais dans une société musulmane, l'intérêt est un crime parmi les plus grands. Donc voilà, comment amener les gens à accepter l'intérêt, à accepter des rémunérations super élevées, c'est pas possible. L'islam interdit de gagner plus que ce qu'on a prêté. Si je vous prête 100, vous me rendez 100. Vous ne me rendez pas 101. Et voilà. Et donc, en tant qu'économiste, coincé, qu'est-ce qu'on enseigne aux étudiants? L'économie socialiste, puisque nous étions socialistes. Capitalisme d'État. Ou est-ce qu'on enseigne l'économie de marché, qui ne correspond pas à... voilà. Et donc ça... Et puis on voit arriver les islamistes qui tiennent des discours, et puis ils se développent très vite, et ils nous ont damé le pion. Parce que nous, on parle dans des salons, et on parle dans des salles de conférence, eux parlent aux gens dans la rue. Voilà. Et donc... c'était l'échec. Et à cette époque, on commençait à attirer l'attention du gouvernement sur plein de choses. Attention, 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 attention. Vous ne savez pas faire des lois, vous les faites comme un dictateur fait des lois, c'est-à-dire sans réfléchir. Il faut... attention, attention, attention. On ne nous a pas écoutés, nous n'étions pas nombreux. Beaucoup de gens ont travaillé sur ça, des économistes américains, français, égyptiens. Il y avait beaucoup de réflexions, mais ces régimes n'écoutent pas. C'est des dictatures. Et on leur a dit, voilà, on peut vous le dire tout de suite, dans 21 ans, vous aurez la guerre civile. Voilà, les calculs sont là. Et voilà, on a vu monter la chose. Et puis on a analysé comment la population se retourne, comment des peuples qui ont une culture, une tradition et tout, je ne sais pas, comme les Allemands, des peuples les plus éduqués du monde, et qui en quelques années deviennent nazis.
Et comment un peuple algérien, qui est un peuple aussi avec ses traditions et tout, bah, sombre dans l'islamisme en quelques semaines, et etc., etc. Et donc on a changé de réflexion. On s'est dit, bah, finalement, c'est eux qui sont les plus forts, donc il faut les analyser eux et pas nous. Il faut voir eux comment ils pensent et quelle est leur stratégie et tout ça. Et donc ça a été. Et puis la guerre était là. Donc j'ai fait partie de plusieurs collectifs, dont un était animé par un de mes amis, grand écrivain, Rachid Mimouni, et d'autres. Et parmi nous, il y avait des gens des journalistes, des spécialistes des droits de l'homme, etc. Et on débattait de ces choses-là. Mais si nous, on s'efforçait de comprendre, mais on n'avait pas d'interlocuteur au sein du gouvernement. On n'avait pas d'interlocuteur. Et puis bon, alors à un moment donné, on me fait une proposition de rentrer dans la haute administration comme conseiller dans un ministère, ministère du Commerce. Je me dis, allons voir comment ça se passe là-bas. Mais je ne connaissais pas, moi j'étais universitaire, et comme tous les universitaires, on est plutôt naïfs, quoi. Et je rentre là et je vois comment ça fonctionne. Et voilà. Et puis ensuite, je suis passé à l'industrie. Voilà, mais toute cette carrière que aujourd'hui, tout le monde en parle aujourd'hui, elle n'a duré que, on va dire, 8 ans, c'est tout. Par rapport à mes activités d'enseignant qui ont duré 30 ans, quoi. Et qu'est-ce que vous avez vu? D'abord, j'ai vu l'incompétence qui gouverne. Parce que ces gens-là gouvernent comme, je ne sais pas, comme on conduit sa voiture, c'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut, quoi. Ensuite, la corruption. On la voit, parce qu'on voit des choses bizarres. Puis on voit aussi, surtout, comment le mensonge devient un instrument de gestion. C'est-à-dire que tout est faux. Tout est trafiqué, toutes les statistiques, tout est faux. C'est comme là, bon, à une échelle très gentille, très ridicule, comme François Hollande, Michel Sapin. Oui, la croissance, elle est là, avec 0,001%. On dit, ouais, la croissance, elle est là, ça y est, voilà. Mais là, on n'est pas dans ces petits trucs, enfin ces petits mensonges gentillés, on est vraiment, c'est dans le gros, gros. Hein. On est en situation de faillite, mais on dit non, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Moi, j'étais au ministère du Commerce, j'ai passé 2 années au ministère du Commerce. En fait, nous étions, selon les normes internationales, je veux dire, les plus on était en situation de famine, en réalité. Il y avait pénurie partout. Le nombre de calories par personne, enfin, les statistiques du bien-être et de la consommation et là où, par exemple, les Français consomment 150 litres d'eau, chez nous, c'est 1,5 litre. Là où un Français consomme à 2300 calories par jour, nous, c'est 250 calories. Mortalité, là c'est 0, là c'est 300, et ainsi de suite. Donc on inverse tout. Alors, voilà, on dit, on a presque dépassé la France, voilà, alors que les gens voient bien qu'ils prennent pas de douche, ils vont au bain mort, parce qu'ils n'ont pas d'eau à la maison, ils vont au bain mort une fois par mois, voire une fois par 2 mois. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de trucs, c'était les pénuries. Donc on était dans une situation de faillite totale. Et nous passions nos journées à trafiquer les chiffres. Voilà, pour dire... par exemple, à un moment donné, nous étions en réalité en cessation de paiement, on n'avait pas d'argent du tout. Produit de première nécessité le plus important de l'Algérie, c'est la semoule. On avait une journée de stock. Une journée de stock, pas pour toute la population, une journée de stock. Et qu'est-ce qu'on faisait? On déplaçait les stocks d'une région à l'autre. C'est-à-dire que les gens ne trouvaient pas de semoule dans les magasins, dans les magasins comme dans les pays de l'Est, les étagères vides.
Mais l'information qui est diffusée par les préfets, les sous-préfets, les maires, tout ça, rassurez-vous, rassurez-vous, la semoule arrive. Elle va arriver dans 2 jours. Alors les gens voient bien sur les routes les camions transportant de la semoule, mais c'est le même paquet. Voilà, on a une dizaine de camions chargés évidemment de semoule qui vont d'une région à l'autre, mais ils déposent 3-4 kilos. De quoi remplir un réolage et ils partent. Alors les gens ont l'impression que oui, ça y est, mais on leur dit, mais les difficultés, le reste suit. Donc sur tous les produits, on vit comme ça. Vous deviez être très malheureux pendant ces 8 Ben, ans. on est malheureux, mais en même temps, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Nous étions en cessation de paiement. L'Algérie, pour avoir interrompu... D'aller au travail tous les jours Oui, oui. Pour avoir interrompu mensonge-là. le processus électoral, les pays occidentaux avaient puni l'Algérie en fermant l'accès au crédit. Donc on n'avait plus de... D'abord, l'Algérie était très endettée. Elle ne pouvait pas rembourser le service de la dette, même le service de la dette. Et on ne pouvait plus emprunter pour, au moins pour ces choses-là, le lait pour les enfants, la semoule, quelques médicaments de première nécessité. C'était un ordre donné par tous les pays occidentaux. Algérie, comme maintenant au Burkina Faso, tout le monde condamne les putschistes. Voilà. Donc, il n'y avait rien. Voilà. Donc avec ça, il fallait gérer, faire preuve d'intelligence ou de machiavélisme pour faire patienter les gens. Mais en rentrant dans la haute administration, effectivement, c'était terrible. Hein. C'est terrible, et la guerre. Et en même temps, j'étais avec des amis, hein, puis on a développé des connexions aussi avec, à l'international, avec ce qui se passait ailleurs. Des gens qui se révoltaient ailleurs et tout. Et donc, on a compris qu'il faut s'engager. On ne peut pas rester comme ça sans rien faire. C'est trop dur de voir des choses et de ne pas pouvoir agir, ou de dire, oh, après tout, ça ne me concerne pas. Si je suis prisonnier, c'est prisonnier de mes idées, quoi, pas de quelque chose d'autre. Ouais, je me considère comme libre, assez libre pour écrire. Et faire à peu près ce que je veux. Mais enfin, je suis quand même respectueux de l'ordre établi. Quoi. Je ne cherche pas aussi à tout casser. Quoi. Merci. Cela c'est fermé. Donc on va passer par la demande. Donc, la sortie est ouverte.